bonsoir à tous. Merci d'être venus en dépit à la fois de la chaleur et puis du match de foot qui vient de se terminer sur un match nul, je crois. Écoutez, je suis très content de retrouver Nicolas Ross, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, notamment dans une émission que j'anime sur la chaîne d'Histoire pour parler de son livre, le général Koutiepoff. Et il se trouve que sans le savoir, parce qu'on n'en a jamais parlé avant, on a mené parallèlement ces derniers mois, ces dernières années pour lui et ces derniers mois pour moi, une entreprise liée à l'anniversaire le centenaire de l'exécution de la famille impériale des Romanov en juillet 1918, qui sera donc commémoré et ou célébré, on ne va pas repartir dans ce débat, dans quelques jours. Donc Nicolas va vous expliquer sa démarche. En quelques mots, je vais vous expliquer la mienne. Le journal Nicolas II, à partir de 1881, c'est-à-dire à partir de il est né en 1868, donc très jeune, il a commencé à écrire un journal intime, toute sa vie, jusqu'à 3 jours avant sa mort. Ce journal intime tient sur 51 carnets qui ont été retrouvés, qui n'ont pas été brûlés, contrairement à ceux de ses filles, retrouvés par les bolcheviks lorsqu'ils ont assassiné la famille. Ils ont retrouvé ces carnets qui existent aujourd'hui, qui sont toujours accessibles, qui sont dans les archives du Kremlin. Et ces carnets ont été publiés en russe dans les années 20, par les bolcheviks sans doute, mais peut-être que Nicolas Non, en fait, ils ont été vendus par un archiviste à une maison d'édition de l'émigration russe. Et ils ont été publiés en 1923. Donc ça s'est fait de manière assez fantastique. Et ce n'était pas du tout le but initial. On avait publié des extraits dans certains journaux soviétiques, dans quelques autres publications, mais l'intégralité est partie de Russie soviétique vers l'étranger de manière assez rocambolesque. Il y a toute une histoire, enfin, il y a une enquête, on a essayé de déterminer parce qu'il y avait 3 exemplaires dactylographiés, dont lequel a servi de base à la publication des Russes blancs, et ensuite celui qui a fait ça, vous imaginez qu'il a eu pas mal d'ennuis. Bon, voilà. C'est toute une histoire assez... Et c'est publié dans les années 30 par Payot, par l'édition Payot. Et depuis cette publication, à l'époque c'est publié quelques notes en bas de page, une préface de 2 pages très peu explicative, et puis plus rien depuis. Et c'est vrai qu'avec les éditions Perrin, on s'est dit que c'était non seulement intéressant de le rééditer, puisqu'il était quasiment inédit, parce que les gens qui l'ont lu en 1934, il n'en reste plus beaucoup, il n'avait pas été réédité depuis, à condition de l'accompagner d'un appareil critique, de notes, expliquant un petit peu qui sont les dizaines, centaines de personnes que croise Nicolas II, puisque Nicolas II raconte tous les gens qu'il voit, les rendez-vous, les rencontres, il parle d'événements, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit si ce n'est pas explicité, donc il nous a paru intéressant de remettre ça en perspective historique, de vraiment préciser, plus une préface et une postface qui est le récit de l'exécution de Nicolas II et de sa famille. Ça, c'est le projet que j'ai mené à bout dans cette perspective, de donner à lire ce journal intime qui a un intérêt principal, qui est celui d'être inédit dans cette situation, parce que ni Napoléon Ier, comme vous savez, c'est plutôt Lascas qui a écrit ses mémoires, ni Charles Ier d'Angleterre, avant d'être décapité, n'ont écrit un journal publié ensuite quasiment dans son... Alors pas dans son intégralité, le choix qu'on a fait, c'est évidemment de se concentrer sur les derniers mois, c'est-à-dire à partir de décembre 1916, juste après la mort de Raspoutine, jusqu'à 3 jours avant son exécution. La première année, 1914-1915, m'a paru moins intéressante parce que c'est vraiment, il décrit un petit peu les opérations militaires, donc c'est, pour dire la vérité, assez ennuyeux, et le reste n'a pas été publié en français à ma connaissance les années précédentes, mais en russe, et que Nicolas a pu lire. Et je vous laisse la parole pour expliquer votre propre démarche qui en fait se coordonne assez bien avec celle-ci. Mais avant cela, je voudrais quand même souligner la richesse et l'intérêt des notes du livre. C'est vraiment, ça permet d'entrer
dans l'histoire de cette époque, et même des personnages secondaires, on voit qui c'est, donc j'ai été très impressionné par ça. Bon, en ce qui me concerne, c'est différent. Je suis tombé sur le sujet de la mort de la famille impériale un peu par hasard. Dans les années 1980, il s'est trouvé que quelqu'un m'a mis dans les mains, une copie intégrale de l'un des exemplaires de l'enquête blanche qui a suivi la mort de la famille impériale. Lorsque les Romanov ont été exécutés, Ekaterinbourg a été occupé par les Blancs quelques jours plus tard et a débuté une enquête qui a duré près d'1 an avant que les Blancs repartent chassés de nouveau par les Rouges. Et cette enquête s'est retrouvée donc en plusieurs exemplaires, dont 2 en Occident, l'un qui a été conservé dans un monastère orthodoxe russe aux États-Unis, c'est cet exemplaire-là que j'ai eu en main, et il manquait à cet exemplaire l'un des 7 tomes. Et ce 7e tome de l'enquête se trouvait à l'université de Harvard, dans la bibliothèque de cette université. C'est l'exemplaire d'un journaliste britannique, Woolton, qui avait participé à l'enquête également. Donc sur la base de ces documents qui à l'époque étaient inédits dans n'importe quelle langue, y compris en russe, je me suis dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Et une maison d'édition de l'émigration russe m'a permis de faire un très gros bouquin de plus de 800 pages, entre 800 et 900 pages, qui est devenu une sorte de référence. Même actuellement, en Russie, plus personne ne peut parler de ce sujet sans faire référence à cet ouvrage, parce que c'est la publication, même de nos jours, même 30 ans plus tard, la plus complète de ce sujet. Donc, bon, ça a été ma première participation. Ensuite, je me suis dit que il faut faire mon livre, comme tout le monde, et j'ai donc fait un livre aux éditions de l'Âge d'Homme, qui est paru en 2001, qui est un récit de tout ce qu'on peut savoir sur les derniers jours et la fin des Romanov. Et ensuite, mon éditeur actuel, les éditions des Sirtes, s'est dit que voilà, au 100e anniversaire, ça serait bien de faire un livre. Alors moi, j'étais un peu réticent parce que ces derniers temps, je m'occupe d'autre chose, de l'émigration russe blanche surtout. Je me suis dit, oh là là, revenir, et puis c'est quand même éprouvant. Vous savez, les documents du livre, si vous les voyez, on en sort pas indemne. Tout cela s'est passé dans des conditions extrêmement barbares, pénibles, avec tous les détails. Donc je me suis dit, puis je me suis laissé convaincre, et finalement, je me suis dit, que faire? Et l'idée qu'on a eue avec notre éditeur, c'est de publier, pour compléter ce qui avait été publié par les enquêteurs blancs, ce qui a été raconté par les participants à la garde de la maison Ipatiev et au massacre lui-même. Et en Russie, je pense la quasi-totalité de ces textes a été publiée, et donc il a fallu faire un petit choix, mais il y a quand même l'essentiel dans le livre, et les publier pour la plupart pour la première fois en français. Voilà, ce qui donne une image globale des événements de cette époque. Alors, compte tenu bien sûr qu'il s'agit de gens qui ont témoigné d'un événement qu'ils considéraient comme un fait d'armes, glorieux, donc ils ont essayé de se faire valoir. Pour eux, le premier qui a tiré sur le tsar, il y a 3 ou 4 candidats, mais finalement, ils espéraient sans doute des avantages matériels ou honorifiques liés à cela. Et ils ont été fortement déçus, parce que c'est resté, jusqu'à la fin de l'Union soviétique, un sujet secret. Les autorités recueillaient volontiers les témoignages, mais ne les publiaient pas. Donc ces documents n'ont été connus que de quelques archivistes et de quelques responsables du parti jusqu'en 1989, où à l'époque de Gorbatchev, un journaliste a publié le premier des récits, le plus important d'ailleurs, celui du commandant de la maison Ipatiev-Yurovsky, qui raconte ces événements tels qu'ils se sont déroulés en gros. Et ensuite, alors, on a retrouvé et publié en russe un certain nombre d'autres témoignages, dont la plupart sont dans le livre. Simplement, il y a quelques coupures quand il y avait par exemple des listes de gardiens participant à la maison, des choses de ce genre. Et également, lorsque certains des témoins ont
fait plusieurs récits, j'ai en général choisi le ou les plus intéressants. Donc, voilà. Donc, mais pour le reste, vous avez un tableau complet de tout ce qui a été raconté par les participants aux événements en Russie. Alors, pardon, mais en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, vous avez à la fois le récit des victimes, de la victime principale, Nicolas II, et des bourreaux. Oui, et on peut tout à fait, en lisant les deux en parallèle, je pense que Nicolas comme moi, on s'est évidemment amusé à ça, croiser évidemment les impressions, notamment les faits, bien sûr. Alors les faits, il y a aussi dans les faits une certaine interprétation des événements, mais surtout les impressions des uns sur les autres. Et c'est vrai que c'est fascinant parce que ça se recoupe plutôt bien. Et notamment, ce qui peut paraître comme quelque chose de très désobligeant de la part d'un des gardes, considérant d'ailleurs, quand on lui demande son avis sur la famille impériale, il dit bah, ils m'ont fait un effet pas terrible, c'est un peu des petits bourgeois. Et c'est vrai que malheureusement, quand on lit le journal intime de Nicolas II, il y a quelque chose de fascinant dans ce qu'il écrit, c'est qu'on voit bien qu'il n'était finalement pas vraiment fait pour régner. On voit bien qu'il avait un caractère assez indécis, très timide. D'ailleurs, c'est assez peut-être cocasse, le mot est un peu exagéré, mais dans la deuxième partie du journal, dans les semaines qui précèdent vraiment son exécution, il montre beaucoup de petites pièces de théâtre, avec la famille, avec Pierre Gilliard, qui est le précepteur du Tsarevitch, avec les personnes qui l'ont accompagné dans cette maison Ipatiev, donc à Ekaterinbourg, à partir de avril 1918 jusqu'à juillet. Et parmi les pièces qu'il joue, il y a la pièce des deux timides. Ça lui va tellement bien de jouer ce rôle-là, parce qu'effectivement, si on se souvient de la vie de Nicolas II avant d'être prisonnier après la Révolution de février, puis envoyé d'abord à Tobolsk, ensuite à Ekaterinbourg, c'est quelqu'un qui ne voulait pas régner, il l'a dit lui-même, qui a régné après la mort de son père Alexandre III, mais qui a un petit peu subi les événements, qui manquait de volonté politique, même si il a commencé à engager des réformes, notamment avec des ministres comme Stolypine, mais lorsqu'il y a eu des moments décisifs, il manquait un petit peu de tempérament, de caractère, et notamment au moment de la Révolution, la première Révolution de février, lorsqu'il y a eu les premières mutineries, on sent qu'il est un petit peu désemparé, il ne sait pas très bien comment agir, il est sous influence, parce qu'il a laissé le pouvoir politique de sa manière à Alexandra, la tsarine, sur le conseil de Raspoutine, lui-même prenant la direction des affaires militaires à partir de 1915, c'est à mon avis la pire idée qu'il ait eue, parce que finalement la guerre c'est quand même malheureusement toujours les soldats qui l'amènent le mieux, en tout cas sur le front, et surtout il a abandonné un peu Saint-Pétersbourg à la tsarine qui elle-même était sous l'influence de Raspoutine, et tout ça n'a pas beaucoup joué en sa faveur. Autour de lui, un certain nombre de gens ne voulaient plus le voir. Il y avait peut-être une possibilité de monarchie constitutionnelle, comme ça a été tenté avec Louis XVI, et d'ailleurs quand on lit son journal et un certain nombre de ses remarques, le parallèle avec Louis XVI s'impose à de nombreuses reprises, mais finalement le journal qui tient reflète assez bien ce caractère de quelqu'un de relativement indécis, qui finalement est presque soulagé lorsqu'il doit abdiquer. Il est très déçu par les événements, il est très blessé, il est très heurté, parce qu'il faut bien s'imaginer que être tsar en Russie en 1914, l'année précédente, il y a eu des célébrations fastueuses du tricentenaire de la dynastie des Romanov depuis qu'elle est arrivée sur le trône. En 1914, lorsque la déclaration de guerre a lieu, il n'y a aucun doute sur le patriotisme et l'engagement en faveur du tsar, de l'immense majorité du peuple russe. Et puis tout ça va se déliter avec des défaites comme Tannenberg, qui sont vraiment des traumatismes au début de la Première Guerre mondiale, et puis une désorganisation ou une mauvaise organisation de l'armée, un recul, et puis évidemment la propagande bolchevique au sein de l'armée, et tout ça, il va assister ça. Oui, et les soupçons de trahison. Et les soupçons de trahison, puisque très vite on commence à dire que l'impératrice étant allemande d'origine donne des informations, que Raspoutine est impliqué dans toute cette affaire, donc dans les élites de la Russie, la popularité de la famille impériale baisse chaque mois en quelque sorte, et ces sentiments finissent par atteindre le peuple également. Donc on trouve une sorte de déconsidération progressive des gens au pouvoir, et en cas de guerre, bien sûr, on aime être sûr que ceux qui sont au sommet vous mènent là où il faut.
Donc c'est très important ça aussi. Et parce que ce qui est fascinant, c'est que la révolution de février, qu'on appelle février, mais qui a lieu pour nous en mars, donc le 8 mars, il y a la journée des femmes, c'est là où la révolution se déclenche vraiment avec comme dirait Mélenchon, la coagulation, la convergence des luttes, avec les femmes d'un côté, évidemment, pas tellement les communistes, parce que le parti bolchevique est quasiment inexistant, la plupart des leaders sont en exil, Trotsky est aux États-Unis, Staline en Sibérie et Lénine en Suisse, donc, mais les soldats qui ont déserté sont là, la grande usine à proximité, la plupart des ouvriers sont en chômage technique, donc cette coagulation a lieu le 8 mars, et le 15 mars, il abdique. Ça dure 7 jours. En 7 jours, il est renversé presque comme un fétu de paille. Si vous voulez, il y a quand même le fait que, après, il a consulté tous les commandants de front et d'autres généraux qui lui ont presque tous dit que la meilleure solution serait son abdication. Donc des gens qui dirigeaient l'armée russe, qui étaient là pour mener la Russie à la victoire, lui ont dit que le mieux serait de partir. Et comme il était très sincèrement patriote et un homme de bonne volonté, même s'il avait peu de volonté, bon, c'est quelqu'un qui a fait ce choix. C'était un choix crucifiant pour lui, finalement. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre qu'il a dit que je suis entouré de trahison, d'abandon. Oui, tout autour de moi, des fourberies, lâcheté et trahison. Donc, il l'a bien. Et là, il a en vue les commandants des divers fronts de l'armée russe. Et donc après cette révolution, il est prisonnier à Tsarskoye Selo, donc dans son palais avec sa famille. Il sent bien qu'il y a une hostilité générale vis-à-vis de ses filles, vis-à-vis de la tsarine. Mais il y a un homme, c'est intéressant dans le journal, on découvre à qui il a beaucoup de sympathie, c'est Kerensky. C'est-à-dire le ministre de la Justice qui va devenir le premier ministre du gouvernement provisoire à partir de juillet 1917. Et Kerensky, on sent bien qu'il est pris presque de sympathie, de compassion, peut-être de pitié pour le tsar. Kerensky, qui est l'homme de la révolution de février, qui sera chassé après la révolution bolchevique, donc il fait la transition entre la première révolution et le coup d'État des bolcheviks en octobre. Et lui ne souhaite pas l'exécution du tsar. Il va tout faire pour que le tsar soit exilé à l'étranger, en Angleterre, chez son cousin. Roi d'Angleterre, qui n'en voudra pas, parce qu'il a peur des réactions en partie de... Là, on a souvent l'impression que l'Angleterre a refusé d'accueillir les Romanov sous la pression de son Premier ministre, Lloyd George. Mais en fait, non. Il y a des documents qui ont été publiés, c'est véritablement la décision de son cousin et quasi-sosie, le roi George, qui avait peur, étant donné qu'il était lui-même d'une famille d'origine allemande, donc il avait peur, lui aussi, que ce soupçon de trahison puisse l'atteindre si les Romanov sont accueillis par lui. Donc il y a tout un contexte là. Le seul pays qui a exprimé à plusieurs reprises son accord pour accueillir les Romanov, c'est l'Espagne. Aucun autre des grands pays de l'Europe de cette époque n'a... Les Français ont évité de s'exprimer tout en faisant savoir à l'ambassadeur d'Angleterre à Paris que bon, il vaut mieux qu'on ne nous demande pas. Voilà, en gros, je simplifie. Donc cette lâcheté, quand même, est assez impressionnante aussi, je trouve. Et Kerensky sent bien que la famille impériale, encore une fois pour laquelle il s'est pris un peu de sympathie, est en danger à Pétrograd, qui est quand même la ville où a eu lieu la révolution. Donc c'est lui qui leur permet de quitter, en pensant leur sauver la mise, en les envoyant à Tobolsk, donc vraiment en Sibérie, en lointaine Sibérie, de l'autre côté de l'Oural, où ils vont rester pendant plusieurs mois dans une forme presque de tranquillité. Il n'y a pas d'hostilité de la ville à leur égard, jusqu'en octobre 1917. Ils sont là, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont devenir. On ne s'occupe plus tellement d'eux parce qu'il y a encore la guerre qui continue, évidemment. Et puis arrive la révolution bolchevique. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on sent qu'il y a une métamorphose parmi leurs gardiens, il y a une nervosité qui monte. Et puis très vite, on va changer leurs gardiens. Leurs gardiens ne sont plus des anciens gardiens presque liés à l'ancienne armée impériale, mais ce sont des bolcheviks qui arrivent. Certains sont assez virulents, sont agressifs,
Nicolas II raconte très bien ça dans le journal. Il sent qu'il y a une modification des rapports, mais on ne sent pas qu'il soit plus inquiet que cela. Il n'a pas le sentiment qu'il va finir fusillé. Et puis les mois se passent, et petit à petit ça devient de plus en plus difficile. Et puis un jour, en avril 1917, on décide effectivement d'envoyer la famille impériale à Ekaterinbourg. C'est un soviet. Donc ça, Nicolas va en parler plus précisément que moi, le soviet d'Ekaterinbourg, qui est un soviet, c'est une ville minière, c'est une ville un peu dure, qui vient d'abord demander à ce que la famille impériale vienne à Ekaterinbourg, qu'ils soient à Tobolsk. Et là, ils ont une fin de non-recevoir parce qu'ils n'ont pas de papier officiel. Alors qu'ils prétendent, ils se réclament de Lénine, mais il n'y a pas de papier officiel. Mais un des gardes, qui lui aussi s'est pris plutôt de sympathie pour la famille, se dit que ça commence à sentir le roussi, donc, qui est Yakovlev. Donc il va, je vais laisser la parole à Nicolas, organiser quelque chose qui est assez étrange. En fait, Yekaterinbourg réclamait le tsar lui-même et n'était pas très intéressé par les autres au début. Et finalement, les Romanov ont refusé de se séparer. En 2 étapes, ils sont allés à Yekaterinbourg. Et Yakovlev était un représentant du pouvoir central qui était beaucoup moins uni à l'époque qu'on pourrait le croire, finalement, et où on n'avait pas encore pris de décision définitive sur le sort des Romanov. Alors il y avait 2 options, soit faire un grand procès à la Louis XVI, soit bien s'en débarrasser de manière révolutionnaire. Le peuple, dans son hostilité à l'ancien régime, a pris les armes et se débarrasse physiquement de ses représentants. D'ailleurs, celui qui donnait le plus au procès, c'était Trotsky, parce qu'il voulait être l'accusateur public. Il aurait rêvé. Alors ensuite, on a beaucoup dit que Lénine le voulait aussi, mais c'est beaucoup moins certain. Lénine était un opportuniste, et il a choisi, au dernier moment, de sanctionner l'exécution, quoi qu'on en dise, quoi qu'on l'écrive. Donc bon, Yakovlev était un personnage assez mystérieux finalement, mais il l'est resté d'ailleurs. On ne sait pas trop si c'était un social-démocrate dévoyé et qui s'est dit qu'il fallait éviter une grande tragédie, ou bien quelqu'un qui voulait malgré tout emmener la famille impériale à Moscou, parce qu'il les a d'abord amenés en direction de la ville d'Omsk, dont on pouvait aller soit à Ekaterinbourg, soit à Moscou. Et finalement, il a fini par, sous la pression des événements, par conduire cette famille impériale dans le nid même de la révolution de l'Ouran. C'est là où les gens leur étaient les plus hostiles. Mais il était même soupçonné par certains bolcheviks d'avoir voulu faire fuir la famille impériale encore plus à l'est. Oui, c'est assez douteux, bien qu'ensuite il soit passé chez les Blancs. À cette époque-là, il est quand même rentré à Moscou, il n'a pas été arrêté, il n'a eu aucun problème, finalement. Et on lui a même confié un commandement militaire. Donc c'est quelqu'un auquel le pouvoir central continuait néanmoins à faire confiance. Enfin, certains des membres du pouvoir central, disons. Et donc la famille impériale arrive en 2 parties, parce que le tsarevitch est très malade, une de ses filles aussi. Donc dans un premier temps, c'est uniquement le tsar et la tsarine, et je crois une seule de leurs filles qui viennent à Ekaterinbourg. Marie. Voilà, Marie. Et dans un deuxième temps, les 3 autres filles et Alexis les rejoignent dans cette maison dite à destination spéciale, la maison Ipatiev, donc à Ekaterinbourg, où ils vont vivre donc les 3 derniers mois. Et là, alors là, c'est vraiment, ce qui devient vraiment passionnant, c'est les témoignages des bourreaux, parce que c'est là, eux, qui vont intervenir. Donc Nicolas Roth va vous dire tout à l'heure leur profil, parce que c'est très intéressant, leur profil à la fois professionnel, social, politique, mais du point de vue de Nicolas II, à ce moment-là, on sent une sorte de chemin de croix qui commence. Chemin de croix d'abord parce que le tsarevitch est très malade, comme vous le savez. Il est tombé quelques mois auparavant, il ne peut plus marcher, donc il faut le porter en permanence. Il a 13 ans, c'est un enfant hémophile, donc dès qu'il se blesse, il fait une hémorragie interne, donc il est en danger de mort en permanence, une sorte d'épée de Damoclès tragique au-dessus de la tête en permanence. Et Nicolas II, dans les derniers jours, dans les dernières semaines de son journal, il parle tous les jours de son fils. Tous les jours, il donne l'état de santé de son fils. Et d'ailleurs, dans la dernière mention de son journal, il dit que pour la première fois, ça va mieux, qu'il a pu prendre un bain. C'est extrêmement émouvant, finalement. Quel paradoxe. La guérison s'annonçait 2 jours ou 3 jours avant qu'il soit exécuté. Et donc, il passe son temps, il lit beaucoup.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre qu'il lit notamment beaucoup de livres policiers. Il lit des livres de Gaston Leroux, de Maurice Leblanc. Il lit beaucoup de littérature russe, du Tolstoï, du Tourgueniev, du Tchekhov, etc. Il lit aussi des livres, des romans fantastiques, français notamment. Alors, ça, peut-être, vous le savez, je ne sais pas si c'est des livres qu'il emmenait avec lui ou qu'il a découvert dans les deux maisons respectives où il s'est retrouvé. Alors, ce sont pour Tobolsk, il y avait une bibliothèque assez riche, oui. Pour la maison Ipatiev, je sais qu'il y avait aussi quelques livres sur place, mais ils avaient également des bagages immenses. Hein, donc, dans ces bagages, il pouvait y avoir des livres aussi, bien sûr. Alors, par exemple, Nicolas II découvre le dernier tome de Guérépé qu'il ne connaissait pas et qu'il lit à voix haute à sa famille. Il y a beaucoup de lectures à voix haute. On sent bien qu'ils se réunissent. Enfin, Mais le plus paradoxal, c'est qu'il a découvert un auteur qui est l'un des critiques les plus virulents de l'Ancien Régime, un certain Saltykov-Shtchedrin, qui est une sorte de Montesquieu, mais du XIXe siècle, et qui finalement l'emballe. Il dit, en général, il ne fait pas de commentaires, Nicolas II. Il dit, j'ai terminé tel livre, j'ai pris tel autre. Tandis que là, il dit, c'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Pourtant, c'était l'un des critiques les plus féroces de la monarchie russe. Donc, c'est vraiment un personnage qui est quand même étonnant. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ses relations justement avec ses geôliers qui deviendront ses bourreaux. C'est vrai que dans son journal, il s'intéresse à eux lorsque ils deviennent franchement hostiles ou lorsqu'il se plaint à eux parce que la nourriture n'arrive pas ou est vraiment pas à la hauteur, parce qu'ils ont froid, c'est des petits détails, et on sent bien qu'il n'y a pas de haine vis-à-vis de ces geôliers, alors qu'il y a vraiment de leur part parfois des tendances à l'humiliation en permanente. On l'appelle, à un moment donné, on lui arrache ses épaulettes, on l'appelle citoyen Romanov ou Nicolas Romanov, donc il a bien intégré ce mépris-là, il n'en tient pas tellement compte. Ce dont il tient compte, à chaque fois, c'est lorsque ses enfants sont un peu menacés ou humiliés. Donc, il s'intéresse à sa famille, donc resserrement vers la famille. De plus en plus, il manifeste de plus en plus souvent sa foi orthodoxe, une forme de sorte de mysticisme. C'est pour ça que ça le rapproche d'un certain chemin de croix. Mais surtout, il a très peu de commentaires désagréables sur ses geôliers, encore une fois. Il discute, il leur fait savoir qu'il n'est pas content, mais il n'y a jamais d'adjectifs, de remarques hostiles ou haineuses ou colériques à leur encontre, ce qui renforce encore l'impression de quelqu'un qui subit les événements sans être très actif. Mais, sauf à l'extrême fin. À l'extrême fin. Parce qu'au début, le dernier commandant de la maison Ipatiev, Yurovsky, avait plutôt plu à la famille impériale. Ils avaient l'impression qu'il était un médecin, parce qu'en fait c'était un aide-médecin, et il s'est intéressé à la jambe du tsarevitch. Et l'une des dernières mentions du journal, c'est « ce type nous plaît de moins en moins ». Donc il y a une certaine intuition de quelque chose qui allait arriver. Décrivez-nous un petit peu, si vous voulez bien, les portraits psychologiques et sociaux des derniers geôliers, ceux qui vont exécuter la famille. Il y a d'abord les commandants. Le premier s'appelait Avdiev, qui était un ivrogne, un révolutionnaire totalement désorganisé, je dirais, qui a laissé s'instaurer le plus grand désordre dans sa garde. On volait les choses, on volait la nourriture, mais il avait un aspect encore humain, d'une certaine manière. Donc, et ça, la famille impériale l'a senti. Et on trouve dans le journal, d'ailleurs, la mention que oui, ils nous ont volé de la nourriture, ils nous ont volé des choses dans nos malles, mais d'un autre côté, on pouvait leur parler, on pouvait parler aux soldats. Nicolas II cherchait à chaque fois à savoir si, parmi les gardiens, il y avait d'anciens combattants du front, et quand il y en avait, il leur demandait où ils avaient combattu, dans quel régiment. Bon. Et comme il avait une excellente mémoire de visage, il lui est même arrivé une fois de reconnaître quelqu'un qu'il avait vu lors d'une revue à Saint-Pétersbourg. Il a reconnu son visage. Bon, un simple soldat. Donc ça aussi, c'est assez loin. Alors ces gens-là, c'était bon. Le premier commandant, c'était donc un révolutionnaire typique de cette première période de la Révolution, un peu anarchisant, voilà, un peu désorganisé, qui a failli être fusillé d'ailleurs pour ce qu'il a fait, mais finalement on l'a envoyé sur le front se racheter. Le deuxième,
Jurovski, lui, c'est très différent. C'est quelqu'un qui était ce que seront plus tard les fonctionnaires du parti, quelqu'un dont le but était d'exterminer tous les ennemis de classe du régime bolchevique, qui était prêt à faire tout ce qu'on lui demanderait de faire, y compris avec la plus grande cruauté s'il le fallait, cruauté froide. L'une des choses les plus éprouvantes dans ces récits, c'est la discussion au sujet de la manière de tuer les Romanov. Lorsqu'on a finalement décidé, après avoir reçu la sanction de Moscou, de les exécuter, alors il y a eu 3 options. Première option, c'est de les rassembler dans un lieu et de les tuer à coups de grenade. Deuxième option, de les tuer pendant leur sommeil à coups de poignard. Alors on a même distribué les rôles. Chacun des gens qui devaient participer à l'exécution avait sa victime choisie. Et finalement, on a choisi la 3e option qui était de les descendre en sous-sol et de les exécuter à coups de revolver. Mais ces discussions anodines, froides, de gens qui s'apprêtent à faire cet acte en se demandant quelle serait la plus grande efficacité, ça c'est typique de Jurovski justement et de ceux qui vont suivre ensuite au pouvoir en Russie. Alors parmi eux, il y avait aussi de simples ouvriers, tout jeunes, des gardes rouges il y en a un qui n'avait pas 18 ans, enfin qui a prétendu les avoir mais qui ne les avait pas, pour lequel c'était intéressant de voir les Romanov simplement. Comme la paye était bonne, on leur payait 600 roubles par mois, ce qui pour l'époque était pas mal du tout. Donc il y avait même un intérêt matériel. Ça permettait d'éviter le front. Lorsqu'on était gardien à la maison de Poitiers, on n'était pas envoyé combattre les Cosaques de Doutov ou les Tchèques blancs qui approchaient d'Ekaterinbourg. Donc ça permettait aussi d'éviter de risquer sa peau. Bon, il y a tout cela finalement. Ce sont des gens... alors ce qui est intéressant aussi, c'est leur destin ultérieur. Je pense. Parce qu'aucun d'entre eux, finalement, n'a souffert pour ce qu'il a fait, mais n'a non plus été particulièrement récompensé. Disons que pour les 13 personnes dont je cite les témoignages, ils se sont tous cantonnés à un niveau moyen de responsabilité ou inférieur de responsabilité dans la société soviétique. Jurovski, par exemple, a terminé comme conservateur du musée polytechnique de Moscou. Là, vous voyez, bon, c'était des fonctions. D'autres ont été des fonctionnaires de bas étage. L'un des assassins avérés de la famille impériale s'est retrouvé responsable en Extrême-Orient soviétique de l'approvisionnement en viande de la région. Donc, on les a laissés un petit peu... Bon, sans leur faire trop de misère, on ne leur a pas donné l'occasion de s'exprimer beaucoup au sujet de ce qu'ils ont fait ensuite. Ils n'en ont pas beaucoup profité, ils n'ont pas reçu de décoration et de promotion pour cela. Mais sur la décision d'exécuter la famille impériale, à la décharge de Nicolas II, qui ne voit pratiquement rien venir, on a le sentiment que cette décision était quand même prise très tardivement, subitement, sans doute parce que les armées blanches commencent à arriver près de Yekaterinbourg et qu'à Moscou on se dit qu'il ne faut pas, comme dit Lénine, garder un drapeau vivant. Sous-entendu, tant que le tsar est vivant, ça peut être évidemment le porte-drapeau d'une éventuelle contre-révolution. Si on supprime c'est ce que se disaient les révolutionnaires en 1793, quand ils ont guillotiné Louis XVI aussi, c'est que quand il n'y a plus de symbole pour lequel se battre, on se bat avec beaucoup moins d'énergie, même si vraisemblablement les armées blanches à l'époque n'avaient pas du tout l'intention de restaurer le tsar qui était quand même relativement déconsidéré. Mais la décision, c'est assez confus, elle est prise tardivement. Le seul petit indice, il me semble, dans le journal intime, c'est que quand arrive ce que Nicolas II appelle les lettons. Alors ça, il faut expliquer, parce qu'il pense que des nouveaux gardes sont arrivés, sont des lettons, donc il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. Et ces lettons sont ceux qui vont... mais qui ne sont pas lettons en fait, qui vont, sauf un, qui vont exécuter le tsar. On a fait sortir de la maison la garde constituée d'ouvriers, de paysans, non pas de paysans, il n'y avait pas un seul paysan parmi eux, mais d'ouvriers de l'Oural essentiellement, et on les a remplacés par une sorte de garde professionnelle bolchevique. Les cantons, comme les Hongrois d'ailleurs, étaient parmi les pires adversaires des Blancs, les plus courageux, mais aussi les plus cruels finalement. Et leur arrivée ne pouvait inspirer que des sentiments très mitigés, bien sûr. Parce qu'en fait, c'était des membres de la Tchéka, donc la famille. Oui, ils étaient ou membres de la Tchéka ou considérés comme sûrs par la Tchéka. C'était véritablement...
Et après, ce qu'on voit bien dans les témoignages que vous publiez, c'est aussi les affres dans lesquelles ces gens-là se retrouvent, savoir ceux qu'on fait des corps. Une fois que l'exécution terrible a lieu dans la cave, qu'est-ce qu'on fait des corps? Est-ce qu'il faut les faire disparaître? Est-ce qu'il faut les faire disparaître totalement? Et comment le fait-on? Là, je dirais que c'était surtout une opération très mal organisée. Si on s'est à peu près débrouillé pour faire le travail d'exécution de la famille impériale dans des conditions qui, du point de vue des bourreaux, étaient acceptables, de secret par exemple, le bruit des tirs a été couvert par un camion au moteur ronflant dans la cour, etc. Pour la suite, on avait confié ça à un certain Yermakov qui s'est avéré totalement irresponsable, qui n'a rien organisé du tout, et on s'est retrouvé avec tous ces corps qu'il fallait camoufler. Les Blancs approchent, on est dans une région relativement peuplée, où il y a des paysans un peu partout qui se promènent, c'est l'époque des fenaisons, des champignons, bon voilà, on risque de rencontrer dans les environs quelqu'un. On les a amenés d'abord dans un endroit où Yermakov pensait qu'on pouvait faire disparaître les corps dans des puits de mine. On les a descendus dans un puits de mine, mais finalement on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui auraient pu apercevoir toutes ces manipulations, que le puits de mine n'était pas profond, qu'on pouvait facilement les sortir. Donc il a fallu trouver autre chose. On a tenté de les brûler. Alors plus ou moins, les témoignages ne sont pas uniformes sur le sujet, mais ça n'a pas marché parce qu'après avoir retiré des corps d'un puits de mine où ils étaient dans l'eau, eh bien ils ne brûlaient pas, évidemment. Bon, donc il a fallu trouver autre chose, et finalement, d'après le récit des participants aux obsèques, entre guillemets, on a eu l'idée, lorsque le camion qui les transportait vers d'autres puits de mine plus profonds s'est embourbé à un endroit, on a eu l'idée, assez géniale, il faut le dire, de les enterrer directement sous place, sous la route, tout simplement, dans la route, dans un chemin marécageux, qu'on a recouvert ensuite de traverses de chemin de fer d'aspect usé. Bon, c'est ce genre de chemin recouvert de traverses, on trouvait ça dans la région assez souvent, donc ça ne devait pas spécialement attirer l'attention des enquêteurs qui allaient arriver bientôt, quelques jours plus tard. Et donc on a brûlé 2 corps pour que le nombre ne corresponde pas à celui des gens qui vivaient dans la maison Ipatiev. 12, et les autres ont été inhumés sur place. Mais dans les témoignages, il y a une mention de 11, 9 et 2. Ouais. Dans les témoignages, il est parfois mention d'usage d'acide sulfurique, oui, alors, et puis de H ou de scie. Alors là aussi, c'est lié à la désorganisation de l'affaire. Au début, on avait même oublié d'emporter des pelles pour les enterrer. Donc, et ensuite, on a eu l'idée d'aller chercher de l'acide sulfurique qui a été fourni par le commissaire au ravitaillement de l'Oural qui s'appelait Voïkov, qui sera plus tard ambassadeur des soviets à Varsovie et qui périra sous les coups de pistolet d'un jeune émigré russe blanc, d'ailleurs. Beaucoup de lieux de Russie portent son nom de nos jours, y compris à Moscou. Il est considéré comme un grand héros de la Russie soviétique. Et on a également récupéré beaucoup d'essence qui pouvait servir à alimenter le feu, l'acide sulfurique pouvant servir également à alimenter le feu ou à défigurer les visages. Et sur les corps qu'on a découverts dans le fameux vallon du Porcelet où ils ont été inhumés sous un chemin, on a découvert des traces d'acide sulfurique sur les faces des squelettes qu'on y a découverts. Et moi, je voudrais revenir, ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est tout le monde s'est un peu renvoyé la responsabilité de la décision d'exécuter toute la famille impériale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne savait plus si c'était une décision locale du commandant de la maison qui, d'une initiative personnelle, a décidé, parce qu'encore une fois, les Blancs arrivaient de peur qu'ils attaquent la ville et qu'ils récupèrent le tsar, d'exécuter la famille, ou si c'est effectivement un ordre de Moscou, ce qui est le plus vraisemblable, sauf qu'il n'y a jamais eu de trace de cet ordre de Moscou qui est supposé être signé de Sverdlov et Lénine, disant oui, on exécute la famille. Il y a une trace. C'est le télégramme que Yurovsky prétend avoir reçu de Perm, enfin écrit avoir reçu de Perm, et qui, Perm, c'était le relais entre Moscou et Ekaterinbourg. Toutes les communications passaient cette ville qui était encore sous contrôle rouge.
Donc ça veut dire concrètement qu'il a reçu du centre la sanction d'agir. Ça, c'est évident. Bon. Alors évidemment, les sceptiques disent que ce télégramme n'a jamais été trouvé, ce qui est vrai, donc on n'a aucune preuve de son existence, et donc du fait que la décision a été prise au centre. Alors il faut aussi, je pense, se remettre dans le contexte historique. Les Allemands occupent l'Ukraine et le sud de la Russie, ils sont menaçants, et les Allemands auraient voulu que pour Nicolas II, bon, ils étaient prêts à le voir fusillé, tant pis, mais que Alexandra et ses enfants soient autorisés à immigrer en Allemagne. C'était des Allemands de sang, princesse allemande de Hesse, etc. Et Guillaume II a fait tout ce qu'il a pu pour tenter de récupérer les membres de la famille impériale. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de noyer le poisson, en quelque sorte, d'empêcher les autorités allemandes, présentes à Moscou, l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou, qui se fera d'ailleurs assassiner par DSR, au Montpellier également, de l'empêcher de savoir exactement ce qui s'est passé, où se trouvaient les gens, etc. Donc on a refusé de confirmer la mort de la famille impériale. C'est le premier début de toutes les versions qui vont apparaître ensuite. Et on a fait quelque chose de plus. On a commencé à lancer des fausses versions de survie pour que les enquêteurs blancs qui essayent aient d'autres versions que celle de la mort de tout le monde. Tant qu'on ne les avait pas trouvées, il n'y avait aucune preuve, évidemment, qu'ils ont tous été exécutés. Et ces versions de survie ont abouti pour l'un des enquêteurs, un certain capitaine Kirsta, à créer une version de survie des Grandes-Duchesses et de l'Alexandra, au moins pour un moment, dans la ville de Perm, où il est allé enquêter. Bon, il se trouve que les gens qui lui ont témoigné devant lui, etc., étaient tous plus ou moins, si on gratte un peu, liés aux autorités soviétiques, etc. Donc, mais c'est une version qui ensuite a suscité l'affaire Anastasia, bien sûr, et des versions plus récentes, par exemple, l'historien bien connu Marc Ferraud est persuadé de la survie de certains des membres de la famille impériale. Bon, semble-t-il, peut-être la lecture des témoignages qui sont publiés dans ce livre pourrait lui faire changer d'avis, je ne sais pas, mais bon, lorsqu'on a une version, on y tient souvent. Les témoignages dont il se sert et dont je suis un peu à l'origine, puisque c'est moi qui les ai publiés le premier, sont des témoignages qui sont peu fiables. J'avais l'illusion que c'était évident. Mais de toute façon, l'idée que Moscou a décidé de l'exécuter la famille Ekaterinbourg est d'autant plus vraisemblable que beaucoup de gens de la famille Romanov, des frères, des tantes, des oncles, des cousins, ont été exécutés dans le même temps, même un peu avant. Oui. Tous ceux sur lesquels on a pu mettre la main. Voilà. Le frère du tsar a été exécuté avant lui. Tout un groupe de grands-ducs et la sœur de la tsarine, Elisabeth, ont été massacrés dans des conditions abominables. Ils ont été à la Païesse, dans l'Oural. Ils ont été tous jetés vivants dans un puits de mine profond, où certains ont mis plusieurs jours à mourir. Ça, on le sait parce qu'on les a retrouvés. Donc, la tête de l'un des grands-ducs était sur les genoux d'Elisabeth Feodorovna, etc. Et on en a exécuté également tout un groupe à Saint-Pétersbourg, etc. Il n'y a eu aucun survivant parmi ceux qui sont restés. Simplement, un certain nombre de Romanov ont eu la chance de pouvoir émigrer à partir de Crimée ou bien d'ailleurs. Donc ceux-là sont les seuls survivants. D'ailleurs, on peut évidemment affirmer qu'il y avait la consigne du pouvoir d'éliminer tous les Romanov, comme on voulait se débarrasser par exemple de tous les prêtres, comme on voulait se débarrasser de tous les grands bourgeois, comme on a plus tard voulu se débarrasser de tous les Cosaques. Bon, il y a des catégories de la population, les Romanov étant l'une d'entre elles, qui devaient être éliminées totalement en tant que classe. D'où d'ailleurs le fait que l'idée du grand procès ne colle pas très bien avec cela finalement. C'est pas quand on massacrait les Cosaques ou les bourgeois, il n'y avait pas de jugement. C'est la Tchéka qui les fusillait simplement à sa propre initiative. Donc, on retrouve quand même un mode d'exécution qui rappelle beaucoup celui des Romanov. Et c'est vrai que peut-être pour conclure, je voudrais vraiment revenir sur ce que vous avez dit en préambule, qui est très important, c'est que
de votre livre, on ne sort pas indemne. Parce que, effectivement, cette succession de témoignages qui se recoupent globalement, il y a des petites contradictions, mais très peu, mais surtout montre effectivement la cruauté et l'insensibilité des bourreaux, qui a quelque chose de vraiment d'effrayant. Par exemple, lorsqu'ils décrivent la manière dont ils ont du mal à tuer, ils ont tous eu un revolver qui leur a été distribué, et ils tirent sur la famille, mais tous, enfin la plupart des duchesses ont des protections pas naturelles, enfin des bijoux qui les protègent, donc elles ne meurent pas tout de suite. Donc il y a un nombre de balles qui sont tirées. Des bijoux dans leur voilà, dans leur corsage, qui retient les balles. Oui. Et donc ensuite il faut les achever, et ils racontent ça, la manière dont ils ont été obligés de les achever, qui est absolument glaçant, et sans aucun remords, sans aucune distance par rapport à leur geste, sans aucune compassion, bien entendu. Et ça c'est assez intéressant, parce que c'est un des premiers actes de ce qui est annoncé dans les décennies suivantes, et ce que représente le communisme totalitaire. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne discute plus, on se déshumanise, parce qu'il faut éliminer physiquement, et c'est plus un être humain qu'on a en face de soi, c'est plus un enfant ou une adolescente de 17 ans comme une des filles du tsar. Ce sont des ennemis qu'il faut détruire, comme si on ne les détruisait pas, c'est eux qui vous détruiraient. Il y a une image qui vient de me venir, c'est celle d'une pyramide. On commence par le haut, par la famille impériale. Ensuite, on se débarrasse des officiers, des cosaques, de ceux qui étaient les partisans les plus dangereux de cette famille impériale. Puis on passe à la bourgeoisie. Et enfin, pour terminer, lors de la collectivisation, eh bien, on passe aux paysans, finalement. Donc, au bout du terme, toutes les classes sociales ont été l'objet d'une destruction massive, d'une certaine manière. C'est pour ça que je pense vraiment que cet événement de juillet 1918, encore une fois, est un marqueur historique de première importance, et je pense que ces deux livres participent à l'éclairage, il me semble essentiel pour comprendre le XXe siècle, et pas seulement le XXe siècle russe, mais ce que les hommes ont été capables de faire au nom de certaines idéologies plus tard, et encore une fois, pas seulement en Russie. Voilà, je vous remercie encore beaucoup de votre attention, et on reste encore quelques minutes si vous voulez qu'on continue à bavarder un peu et éventuellement signer des livres si cela vous intéresse. Merci beaucoup de nous avoir accueillis en tout cas. Merci. Merci.